des plus riches de ce siècle. Et vous allez le voir une nouvelle fois ce soir, la vie de Faulkner, son parcours personnel dans le sud des États-Unis, rejoignent très exactement son œuvre. Car le génie de Faulkner, c'est peut-être avant tout d'avoir su donner une dimension planétaire à sa géographie personnelle, comme s'il s'était approprié son pays par l'écriture, cette écriture qui sera, jusqu'à l'épuisement, son unique raison de vivre. Voilà, direction tout de suite le comté mythique de Yoknapatapa, avec Michel Abesca et Marc Jampolsky, à la recherche de l'auteur du bruit et la fureur. C'est le 21e volume de cette collection. Grand uniforme d'officier d'aviation britannique, casquette du corps expéditionnaire, ceinturon Sam Brown, cet élégant jeune homme qui rentre chez lui après 6 mois d'absence, c'est William Faulkner. Dans ses lettres, il a raconté ses heures d'entraînement, les péripéties et les dangers de ses vols, et son accident lors d'un atterrissage. Une photo de l'époque immortalise le retour du héros blessé. Le seul problème, c'est que tout cela n'est que mensonge et affabulation. En réalité, l'armistice est venu sans même lui donner le temps de monter dans un avion de combat. C'est ainsi qu'à l'âge de 21 ans, bien avant d'avoir créé John Sartoris, héros de son premier grand roman, tué lors d'une bataille aérienne, celui qui va devenir un des plus grands écrivains du XXe siècle, commence par bâtir sa propre légende. Et c'est là, sans doute, dans ce détournement de la vie réelle que se situe l'origine essentielle de toute son œuvre. William Faulkner est le premier personnage faulknerien. La légende, William Faulkner y plonge dès sa naissance. Légende de l'Amérique des origines, celle du cheval et des grands espaces illimités. Légende du Sud, celle de l'aristocratie, des plantations et des immenses maisons de bois aux vérandas à colonnades. Lorsqu'il vient au monde, le 25 septembre 1897, à New Albany, une petite bourgade du Mississippi, les mythes fondateurs du Deep South sont encore très forts. La société sudiste vit arc-boutée sur une vision romantique d'elle-même et de son histoire. Elle entretient avec complaisance la nostalgie de son ancien art de vivre et pleure le paradis perdu d'avant la guerre de sécession. Enfant, William Faulkner baigne dans cette atmosphère, fasciné par le glorieux passé sudiste de sa famille. C'est Faulkner au nom desquels il ajoutera plus tard un U. Combien de fois l'a-t-il entendu, l'histoire de son arrière-grand-père, le vieux colonel, le fondateur de la dynastie dont il a reçu le prénom en héritage. Très vite, il en connaît tous les épisodes par cœur. L'installation de son aïeul dans le Mississippi, l'acquisition de la plantation et puis la fortune qui vient rapidement. L'épopée des chemins de fer dont le vieux colonel fut un des pionniers, sa carrière politique et littéraire, la violence, les querelles, les duels, les bagarres au pistolet dont la dernière, avec un ancien associé, lui coûtera la vie. Enfin, surtout la guerre de sécession. Le vieux colonel levant sa propre compagnie et participant glorieusement à la fameuse bataille de Bull Run où s'illustrèrent les sudistes. Ces histoires, le petit William les écoute avec passion, il les absorbe, les fait siennes, elles nourrissent déjà l'œuvre à venir. Pour tout garçon du Sud, il y a l'instant où il est toujours 2 heures cet après-midi de juillet 1863. Les brigades sont en position derrière le remblai de la voie ferrée. Les canons sont en batterie dans les bois, prêts à faire feu. Les drapeaux roulés déjà desserrés pour être déployés. Et Pickett lui-même,
avec ses longs cheveux pommadés, calamistrés, son chapeau dans une main et probablement son sabre dans l'autre, le regard fixé sur la colline, attendant que Longstreet lui donne le signal. Et tout est en suspens. Ce n'est pas encore arrivé, cela n'a même pas commencé. Non seulement cela n'a pas commencé, mais il est encore temps que cela ne commence pas. Ce que Faulkner ne sait pas encore, c'est que derrière cette belle immobilité de la légende, tout a déjà basculé. La société sudiste vit comme une malédiction la montée d'une modernité qui la fascine et qu'elle redoute. Contradiction que le romancier vivra comme un déchirement personnel. Il passera sa vie d'écrivain à tenter de l'élucider. Mais à Oxford, chef-lieu du comté de Lafayette, où ses parents se sont installés, rien n'a encore vraiment changé. Celui que sa famille surnomme Billy mène, avec ses frères, la vie insouciante des petits patriciens sudistes. Ils passent leur temps à courir les champs et les bois, montent à cheval dès qu'ils sont capables de marcher, et apprennent le maniement des armes à feu avant même de savoir lire et compter. Faulkner en gardera toute sa vie un rapport essentiel à la nature et une forte nostalgie du monde innocent de l'enfance. Ils étaient restés là contre le formidable tronc, le vieillard de 70 ans et le petit garçon de 12. Il n'y eut rien que l'aube jusqu'à ce que tout à coup, le cerf fut là, couleur de fumée, surgit du néant, splendide de vitesse. Et Sam Fathers dit « Maintenant presse-toi de tirer, et tire posément. » Et le fusil fut rapidement en joue, sans précipitation. Le coup partit, et lui marcha vers le cerf étendu, encore intouché, conservant encore le galbe de cette magnifique vitesse. Il le saigna avec le couteau de Sam, et Sam trempa ses mains dans le sang tout chaud et le marqua au visage pour toujours. Les premières années s'écoulent ainsi dans une maison où vit toute une communauté. Maud Faulkner la mère, Murray Faulkner le père, leurs 4 fils, les grands-parents paternels et toute une ribambelle de tantes. Sans oublier la mamie des foyers sudistes, la fidèle servante noire, ancienne esclave, totalement identifiée au clan. Mamie Callie, que William adorait comme une seconde mère et qui servira de modèle au personnage de Dilsey dans Le bruit et la fureur. Cette harmonie apparente va malheureusement se dégrader rapidement, au rythme de la faillite professionnelle et personnelle de Murray, le père de William. Après plusieurs échecs, celui-ci a fini par échouer dans une affaire de louage de chevaux qui subit de plein fouet la concurrence de l'automobile. Miss Maud, sa femme, aussi énergique et cultivée que son mari est effacé et fruste, s'éloigne de lui au fur et à mesure de ses difficultés. William va ainsi se trouver écartelé entre le côté de chez Maud, le monde raffiné, où il acquiert le goût de la lecture et le besoin de s'exprimer, et le côté de chez Murray, l'univers rude et violent des chevaux, des grands espaces, de la chasse au renard, de l'alcool et du compagnonnage viril. Aux abords de l'adolescence, Faulkner est un garçon volontiers solitaire et ombrageux. Il se réfugie dans la lecture, dessine et commence à ébaucher ses premiers poèmes. Estelle Oldham en est la principale destinataire. Celle qui n'était jusqu'alors qu'une compagne de jeu est devenue beaucoup plus que cela. La préférée, la confidente, la complice des longues heures de lecture. Sérieuse, cultivée, mais aussi coquette et inconstante, elle incarne parfaitement la tradition romantique et perverse des belles du Sud. Ces femmes de bonne famille, élevées dans la rigueur d'un puritanisme étouffant et la hantise du métissage, font l'objet d'un excès contradictoire de convoitise et de respect. Source de bien des malentendus, parfois même de tragédies dont l'œuvre du romancier se fera un écho puissant et souvent scandaleux. Mais en 1918, c'est le drame. Estelle se fiance à un avocat établi à Honolulu. Au chagrin se mêle chez Faulkner un sentiment confus de rejet lié à ses tourments les plus profonds. La récurrence du thème de l'impuissance et de la castration dans son œuvre témoigneront d'ailleurs de ses angoisses. Dans un élan où se mêlent désespoir et romantisme, il décide de s'engager et choisit la Royal Air Force. Estelle l'a trahi, et c'est la légende, le danger, la gloire qui l'épouse. Parti trop tard, Faulkner, on le sait, sera privé de sa guerre.
La création du pilote blessé va précéder de peu celle des premiers personnages romanesques. Son destin d'écrivain est désormais scellé. La littérature devra permettre de dire ce que la vie réelle lui a refusé d'exprimer. Après la guerre, l'évolution de la société sudiste s'accélère. L'aristocratie des planteurs est définitivement évincée par les rednecks, la classe montante des petits fermiers, arrivistes et violemment racistes. Les futurs snobs, personnages centraux de l'œuvre de l'écrivain. Les snobs étaient issus sans mélange d'une longue lignée de petits métayers sans ambition, d'une race qui est de la terre et pourtant déracinée, comme le gui, qui ne doit rien au sol, qui ne lui donne rien et n'en tire rien en retour, qui utilise la terre comme une prostituée et non comme une maîtresse impérieuse mais prodigue, n'hésitant pas à abandonner une ferme pour une autre. En les grandissant, on obtient des politiciens opportunistes, des fonctionnaires professionnels, des inspecteurs de la répression des fraudes. En les réduisant, on trouve la moisissure du fromage, tenace, progressive, implacable. Alors qu'autour de lui, le monde change rapidement, Faulkner hésite entre plusieurs personnages contradictoires. Poète maudit, clochard courant les bois, traînant les bars, ou dandy participant aux activités culturelles de l'université dont il illustre l'annuaire de dessins humoristiques. Cette impuissance à être se traduit également dans ses difficultés avec la poésie. Son premier livre, un recueil de poèmes intitulé « Le faune de marbre », révèle un jeune homme narcissique, tiraillé entre divers styles et influences. À 27 ans, William Faulkner n'a toujours pas trouvé sa voie littéraire. My man's got a heart like a rocket in the sea. Tout va changer l'année suivante, en 1925, quand Faulkner s'installe à la Nouvelle-Orléans. Lieu de rencontre de nombreux intellectuels, la grande ville de Louisiane connaît alors un essor culturel important, au point de devenir la capitale du renouveau littéraire du Sud. Faulkner y fait la connaissance de Sherwood Anderson, écrivain déjà reconnu et confirmé. Les deux hommes passent d'interminables soirées dans les rues du French Quarter à parler et raconter des histoires. Sous l'influence de son aîné et avec son appui, le jeune écrivain comprend que le récit de fiction constitue sa véritable voie. Il publie une série de textes et de nouvelles et s'attelle à ce qui va devenir son premier roman. Publié sous le titre de Monnaie de singe, Faulkner l'écrit avec frénésie en quelques mois. Il y révèle plusieurs de ses angoisses et de ses fantasmes en racontant l'histoire d'un héros de guerre qui revient chez lui gravement blessé et impuissant, mettant ainsi à l'épreuve la fidélité et la loyauté de celle qu'il devait épouser. À travers un portrait extrêmement négatif de la fiancée, acquiescente, frivole, incapable d'aimer et de donner, Faulkner exprime évidemment ses sentiments à l'égard d'Estelle qu'il a trahi, mais aussi ses craintes envers toutes les femmes. Et c'est là, après la publication de son premier roman, que se libère d'un coup le génie de l'écrivain. Faulkner se jette dans l'écriture à corps perdu, il écrit tout le temps, partout, dans l'urgence. En 5 ans d'une extraordinaire fécondité, 6 romans vont être publiés et plus de 40 nouvelles proposées à des revues. Faulkner commence 2 livres en même temps, Le Père Abraham, qu'il abandonne au bout de quelques pages, mais qui deviendra, dans les années 40-50, la trilogie des snobs, et un second récit, qu'il intitule Étendard dans la poussière, le futur Sartoris. La saga de l'aristocratie des planteurs, celle de sa propre famille, comme un exorcisme de ce passé aujourd'hui décomposé et qui le hante depuis l'enfance. Du héros de la guerre de sécession, John Sartoris, fondateur de la dynastie, directement inspiré par son arrière-grand-père, à celui de la Grande Guerre, Bayard Sartoris, auquel il s'identifie et que l'on voit se battre dans le ciel de France. L'histoire
amer d'un combat glorieux mais perdu et d'un déclin irrésistible, le crépuscule des aristocrates, le passé qui vient irrémédiablement prendre possession du présent, les Snobs, les Sartoris, deux étapes d'un même destin tragique, la malédiction du Sud. Avec Sartoris, je découvris que le petit timbre-poste de mon sol natal méritait qu'on en fasse un livre, et que je ne vivrais jamais assez longtemps pour l'épuiser. Et je vis aussi qu'en sublimant le réel en universel, j'aurais toute liberté d'exercer à son maximum ce que je pouvais avoir de talent. Une mine d'or s'ouvrait à moi. C'est ainsi que je créai un monde qui m'appartint. Ce monde, Faulkner va le créer sur le modèle de son propre pays. Il en dessinera minutieusement la carte et en rebaptisera les principaux lieux. Le comté de Lafayette deviendra ainsi le Yoknapatawpha, vieux nom indien attaché à cette terre, signifiant le plat pays traversé par les eaux. Et la ville d'Oxford sera rebaptisée Jefferson. Sur la carte, Faulkner ira jusqu'à situer les événements liés au destin de ses héros qui ne vont pas cesser de se croiser au fil de ses romans. Et c'est ainsi que le Yoknapatawpha deviendra le cadre essentiel de son œuvre littéraire. Cette appropriation de son pays par l'écriture débouchera sur une autre sorte de prise de possession, bien réelle celle-là. Quand William Faulkner achètera, quelques années plus tard, à Oxford, une vieille bâtisse plus sudiste que nature. Il la baptisera Rowan Oak, c'est-à-dire le sorbier, arbre dont les branches, selon la tradition écossaise, éloignent les mauvais esprits. Une maison de bois rescapée d'avant la guerre de sécession. Orgueilleux symbole d'une volonté d'enracinement dans ce pays aux légendes envahissantes, tragique comme la Grèce antique. C'est le défaut de ce pays. Les choses, le temps, tout ça dure trop longtemps. Nos terres, c'est comme nos rivières, opaques, lentes, violentes, modelant, créant la vie des hommes à leur image, implacable et méditative. En octobre 1927, Faulkner adresse le manuscrit d'Étendard dans la poussière à son éditeur. Le refus est cinglant. Nous sommes fondamentalement déçus. C'est diffus, ça n'a pas d'unité, ça n'a ni intrigue, ni dimension, ni projection. L'histoire ne va vraiment nulle part et des fils pendent de partout. Quel remède, sinon l'écriture? Au lieu de l'anéantir, cet échec l'aiguillonne, l'exalte. Un jour, il me sembla qu'en silence et à jamais, une porte s'était fermée entre moi et toutes les adresses et les catalogues d'éditeurs. Alors je me dis, maintenant je vais pouvoir écrire. Maintenant, je vais pouvoir ne faire qu'écrire. Et c'est ainsi, dans l'exaltation d'une création libre de toute contrainte, qu'il se lance contre vents et marées dans l'écriture d'un nouveau roman, Le bruit et la fureur. Ce sera son chef-d'œuvre. Le bruit et la fureur racontent la déchéance d'une famille patricienne du Sud, les Compson, à travers plusieurs points de vue successifs, dont le premier est celui d'un des fils, Benji, un jeune idiot. J'avais entrepris de relater l'histoire à travers les yeux du jeune idiot, pensant qu'elle aurait plus de portée s'il était raconté par quelqu'un en mesure de constater ce qui se passait, mais incapable de comprendre. Toutefois, je me rendis compte que je n'avais pas réussi à raconter mon histoire. Je recommençais la même histoire, à travers les yeux d'un autre frère. Ce n'était pas encore ça. Je tentais alors de rassembler ces divers éléments et de les lier, en tenant moi-même le rôle du narrateur. Faulkner ne recherche pas la clarté, il veut dire l'inexprimé. Et n'hésite pas pour cela à mêler passé et présent, faits objectifs et vécus intérieurs, distillant peu à peu dans le désordre les éléments de son histoire. Ce roman est un défi pour le lecteur qui se trouve à son tour élevé au rang de créateur. Dans le mouvement anarchique du livre, il lui faut identifier des personnages différents qui portent le même nom, interpréter l'énigme d'un pronom, ne pas perdre le fil en dépit de la perversité de parenthèses interminables. Il lui faut, à son tour, accepter le risque de se perdre pour faire de cette descente en lecture une réelle aventure.
20 septembre 1928. Faulkner est à New York. Après de multiples tentatives pour placer le manuscrit d'Étendard dans la poussière, il a enfin trouvé un éditeur. Seule condition, il faut pratiquer des coupes sévères dans le roman jugé trop touffu et changer le titre en l'intitulant Sartoris. Faulkner accepte et s'attelle à la tâche bon gré, mal gré. New York lui déplaît profondément. Il n'y voit qu'une nécropole aux antipodes des valeurs qui lui tiennent à cœur. Il ne fréquente que des compatriotes sudistes et passe l'essentiel de son séjour à écrire. Quelques jours avant son départ, deux amis, inquiets de son absence, forcent la porte de son appartement. Ils le trouvent au milieu de la pièce, inanimé. Il n'a pas mangé depuis 2 jours, des bouteilles d'alcool vide traînent partout. Faulkner a fêté à sa manière l'achèvement de son travail, dans l'oubli et la solitude d'une cuite monumentale. Ce genre d'épisode ne sera pas le dernier. Dès son retour à Oxford, Faulkner se plonge dans l'écriture d'un nouveau livre qui garde aujourd'hui encore une aura de scandale, sanctuaire. L'histoire la plus effroyable qu'on puisse imaginer, une chambre d'horreur, titre le Sun de New York le 13 février 1931. Un roman noir dans tous les sens du terme, dont le point de départ est un fait divers sordide. Le viol d'une étudiante particulièrement perverse au moyen d'un épi de maïs par un gangster psychopathe et impuissant. Il se déplaçait à pas silencieux. La porte ouverte béait et battait contre son montant, mais elle aussi sans le moindre bruit. Il semblait que les lois du bruit et du silence fussent interverties. Elle put percevoir comme le bruissement de cette épaisseur de silence que Popeye dut écarter et traverser pour parvenir jusqu'à elle. Et elle se mit à dire « Il va m'arriver quelque chose ». Elle le dit au vieux dont les yeux n'étaient que 2 glaires jaunâtres. « Il m'arrive quelque chose », hurla-t-elle au vieux assis sur sa chaise. « Je vous avais bien dit que ça arriverait », clamait-elle. Et ses paroles s'envolaient comme des bulles brûlantes et silencieuses dans l'éclatant silence qui les entourait. Enfin, le vieux tourna vers elle son visage aux 2 crachats coagulés, vers l'endroit où elle se tordait et se débattait, renversée sur les planches brutes rayées de soleil. « Je vous l'avais bien dit, je n'ai pas cessé de vous le dire. » Tyrannie de la chair et du sexe, hantise de l'inceste et de l'impuissance, obsession du temps et de la mort, Faulkner met une nouvelle fois tous ses fantasmes dans ce roman et joue avec les peurs les plus archaïques de ses lecteurs. L'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier, selon la fameuse expression de Malraux. En 1929, Faulkner épouse Estelle, revenue à Oxford après avoir divorcé de son premier mari. Ses soucis d'argent prennent alors une importance inusitée. Il accepte un emploi de nuit dans une centrale électrique, et c'est là, dans ce décor de ténèbres, en compagnie de 2 noirs dont le travail consiste à gaver la chaudière de grandes pelletées de charbon, que Faulkner poursuit inlassablement son œuvre. Je m'étais inventé une table en renversant une brouette dans la soute à charbon, juste de l'autre côté du mur derrière lequel se trouvait une dynamo qui faisait un ronflement sourd et continu. Il n'y avait plus de suie à prendre jusqu'à environ 4 heures du matin, heure à laquelle il nous fallait raviver les feux et faire remonter la vapeur. C'est au cours de ces nuits, entre minuit et 4 heures, qu'en 6 semaines, j'écrivis Tandis que j'agonise. L'histoire d'Addie Bundren, une vieille paysanne qui vient de mourir. Afin de respecter sa dernière volonté, son mari et ses enfants entreprennent de conduire son cercueil jusqu'au cimetière de Jefferson. Commence alors un long voyage initiatique, au cours duquel la famille Bundren affronte de terribles épreuves et se heurte aux forces primordiales de la nature, l'eau et le feu. Tandis que j'agonise est ainsi une sorte d'épopée entre farce paysanne et tragédie macabre sur la malédiction du destin de l'homme, le scandale de la vie qui l'humilie et l'écrase. C'est aussi un éblouissant tour de force, la relation des événements passant à travers les monologues intérieurs d'une quinzaine de personnages, montrant ainsi la relativité d'une vérité par essence insaisissable. William Faulkner dresse à son tour le constat de l'impuissance du langage. C'est alors que j'ai appris que les mots ne servent à rien, que les mots ne correspondent jamais à ce qu'ils s'efforcent d'exprimer.
Et c'est ainsi que Faulkner achève les fondations de son univers littéraire. Il peut enfin prendre possession de sa terre et de l'histoire qui s'y rattache en devenant propriétaire de Roanoke, dont il va faire son œuvre, au même titre que le reste, ses livres, le Yoknapatawpha ou son propre personnage. Vous vous retournez et, abaissant vos regards, vous embrassez tout le Yoknapatawpha qui s'étend à vos pieds au dernier feu du jour. Et vous demeurez là, maître solitaire, dominant la somme entière de votre vie qui se déroule sous ce vol incessant d'éphémères étincelles. Comme le Seigneur au-dessus de Bethléem, vous planez en cet instant au-dessus de votre berceau, des hommes et des femmes qui vous ont fait ce que vous êtes, de ces archives, de ces chroniques de votre terre natale offertes à votre examen en 1000 cercles concentriques, pareils à ceux qui rident l'eau vive sous laquelle votre passé dort d'un sommeil sans rêve. Il emménage à Roanoke en juin 1930 avec Estelle et ses enfants et, fidèle à la coutume de son pays, une équipe de vieux serviteurs noirs dévoués à sa famille. Après le héros de guerre et le poète maudit, Faulkner jette ainsi les bases d'une nouvelle légende qui fera Flores, celle du hobereau sudiste, gentleman farmer, avant d'être écrivain. Dans les années 30, les obstacles s'accumulent. Faulkner se trouve brutalement freiné dans son élan créateur et contraint de se battre sur tous les fronts pour achever coûte que coûte son œuvre romanesque. Les premières difficultés sont d'ordre conjugal. Derrière la calme apparence de sa façade patricienne, Roanoke vit au rythme des tensions du couple Faulkner. Instable dès l'origine, fondé sur des souvenirs fragiles, le mariage a vite tourné au désastre. Le couple se noie dans l'alcool, les aventures amoureuses dans lesquelles Faulkner cherche un remède à une solitude sentimentale grandissante n'arrangent rien. La vie avec Estelle, avec laquelle il finira pourtant ses jours, devient un enfer. Les dissensions atteignent parfois un tel paroxysme qu'elles se traduisent par des agressions physiques. L'argent, problème chronique, alimente le conflit. Pour tenter de résoudre ses soucis financiers, Faulkner travaille avec acharnement, produisant et expédiant aux journaux et revues des nouvelles quasiment à jet continu. Mais le krach boursier de 1929 est encore tout récent. La presse est touchée par la crise et la concurrence est rude. Fitzgerald et Hemingway sont aussi sur les rangs. Certes, sa notoriété commence à grandir, le bruit et la fureur, tandis que j'agonise, lui valent un vrai succès d'estime. L'apparition de Sanctuaire, qu'il a profondément remanié, lui apporte le succès public et commercial, en partie lié au scandale qu'il provoque. Mais tout cela n'est pas suffisant, d'autant que ses responsabilités s'élargissent rapidement avec la naissance de sa fille, Jill, et la mort de son père qui lui laisse sa mère à charge. Ses obligations sont écrasantes quand arrive, comme une planche de salut, une proposition de Hollywood qui veut se payer l'auteur de Sanctuaire. Faulkner fait son entrée au studio de la Metro-Goldwyn-Mayer le 7 mai 1932. C'est le début d'une longue et tumultueuse histoire. Dans les années 30, Hollywood est à son apogée. C'est l'âge d'or du studio system. Quand il franchit les portes de cette immense usine à rêves, Faulkner ignore tout du cinéma. Il est engagé pour un premier contrat de 6 semaines au tarif mirobolant pour lui de $500 par semaine. En un mois et demi, il empoche pratiquement autant d'argent que ce qu'il a gagné de sa plume depuis 10 ans. Mais à quel prix? Car l'envers du décor, c'est effectivement l'usine. Les producteurs sont tout puissants et les scénaristes des pions interchangeables. Poussé par ses difficultés financières, Faulkner va se trouver contraint de revenir régulièrement travailler dans ce qu'il appellera les mines de sel. Un bagne d'où sortiront toutefois quelques expériences intéressantes, la plus marquante étant sans doute la collaboration avec Howard Hawks qui donnera le jour à de belles réussites.
Après nous le déluge, par exemple, que Faulkner adaptera d'une de ses nouvelles, Le port de l'angoisse, d'après Hemingway, ou encore Le grand sommeil, tiré d'un roman de Chandler. Pendant toutes ces années, et malgré les difficultés, Faulkner se bat pour continuer son œuvre, mu par une force impérieuse, une énergie qui semble le dépasser lui-même. Dans Lumière d'août, il raconte, parmi d'autres, l'histoire de la quête d'identité de Joe Christmas, qui cherche à quelle communauté il appartient et s'il a du sang noir dans les veines. Son destin. Il finira atrocement mutilé par un raciste fanatique, en fait la victime et le symbole des péchés du Sud. Ce roman révèle l'ambiguïté de l'écrivain à propos de la question noire, qui le fait en même temps réprouver l'esclavage et regretter un ordre ancien dont l'exploitation des Noirs était un des piliers. S'il ne s'est pas débarrassé de certaines influences sudistes, en particulier de la hantise du mélange des sangs, il s'insurge violemment contre tous les excès commis par les siens, et notamment dans la scène de la mise à mort de Joe Christmas contre le lynchage. En 1935, un événement tragique survient dans la vie de Faulkner. Tout commence dans la folie, par la réalisation d'un vieux rêve, prendre des cours de pilotage et acheter un avion. L'argent gagné à Hollywood permet de le concrétiser. Dans ce rêve, il entraîne son plus jeune frère, Dean, espérant par la même occasion lui offrir de quoi vivre. Tous deux montent ainsi une sorte de cirque aérien. Acrobatie, saut en parachute, baptême de l'air. Mais le 10 novembre 1935, c'est le drame. Dean et son avion s'écrasent au sol lors d'une exhibition. À l'instar de Bayard Sartoris, ce personnage singulièrement prémonitoire auquel il s'est toujours identifié, William Faulkner en conçoit immédiatement un profond sentiment de culpabilité qui ne le quittera jamais. Sur la tombe de Dean, son frère dans la vie, il fait graver cette épitaphe qu'il avait inventée pour John Sartoris, son frère imaginaire. « Je l'ai porté sur les ailes de l'aigle pour le faire monter jusqu'à moi. » Comme si la douleur le galvanisait, Faulkner s'attelle furieusement à un livre qu'il a entamé quelques mois plus tôt. Couronnement de la chronique du Yokta-Patofa, Absalom, Absalom, nous, en les enrichissant l'ensemble des thèmes de l'écrivain. À travers l'histoire du colonel Sutpen, parvenu brutal et sans scrupules, prêt à tout sacrifier à son ambition d'établir une lignée, Faulkner raconte une nouvelle fois la genèse et l'apocalypse de son comté. Les fautes commises par Sutpen, l'inceste, le mélange des races, condamnent sa folle entreprise dont il ne restera aucune trace, si ce n'est un métis qui s'enfuit en hurlant de la demeure coloniale en flammes. Absalom, Absalom se situe ainsi au cœur des contradictions majeures de Faulkner, source de ses tourments intérieurs et peut-être de son génie. Les dernières lignes du roman en sont un témoignage bouleversant. Maintenant, je voudrais que tu me dises une chose. Pourquoi hais-tu le Sud? Je ne le hais pas, répondit vivement Quentin, sur le champ, immédiatement. Je ne le hais pas, dit-il. Je ne le hais pas, pensa-t-il, haletant dans l'air glacé, dans l'implacable obscurité de la Nouvelle-Angleterre. Non, non, je ne le hais pas, je ne le hais pas. Comme le héros d'Absalom, Faulkner souffre des relations chaotiques qu'il entretient avec ce pays, où il se sent si profondément enraciné, dont il cherche éperdument la reconnaissance, mais qui ne le comprend pas.
En fait, c'est à l'étranger que se construit d'abord sa réputation littéraire et notamment sous l'impulsion des Français, Camus, Maurice Edgar Cointreau, qui le fait connaître à Paris en traduisant Sanctuaire, Sartre, Beauvoir, Malraux, le soutiennent avec passion jusqu'à en faire l'objet d'un véritable culte. Pour les jeunes en France, Faulkner, c'est un dieu, dira Sartre. En janvier 1939, William Faulkner fait la couverture de Time. Il est au fait de sa carrière, il a écrit ses œuvres les plus marquantes, bientôt viendra le temps des honneurs. Pourtant, s'annonce alors la période la plus sombre de sa vie, car l'écrivain prend peu à peu conscience de ce qui pouvait lui arriver de pire, le déclin de son inspiration. Les premiers signes viendront à l'occasion d'un nouveau séjour dans les mines de sel hollywoodiennes, le pire de tous. En 1942, sans vraiment en mesurer toutes les conséquences, il accepte un contrat de 7 ans avec la Warner. Exilé, loin de chez lui, empêché d'écrire et de poursuivre son œuvre, il supplie, quémande sa liberté. Jacques Warner, patron autoritaire et brutal, ne veut rien entendre et oppose d'incessantes menaces de procédure judiciaire. L'unique échappatoire est alors l'alcool. Faulkner boit en permanence, parfois jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout et sombrer dans l'inconscience. Ces crises d'éthylisme lui vaudront plusieurs séjours à l'hôpital. Tout au long de son séjour hollywoodien, Faulkner s'efforce malgré tout de travailler un roman dont il veut faire son grand œuvre. Ce sera une parabole, titre qu'il a choisi pour son livre. Pendant la Première Guerre mondiale, le Christ se réincarne dans le soldat inconnu. Mais pour la première fois, Faulkner rencontre d'immenses difficultés. Même une fois sorti des griffes de la Warner, son travail n'aboutit pas. Il l'abandonne, le reprend sans cesse et va jusqu'à écrire le plan de son roman Sur les murs de Rowan Oak. Il lui faudra près de 10 ans pour l'achever et obtenir un résultat sans doute très en dessous de ses ambitions initiales. Et c'est ainsi que s'insinue en lui le sentiment d'une usure de sa créativité. En 1953, alors qu'il s'acharne sur Parabole, il confie à une amie « Maintenant, je sais. Je crois que ce sera peut-être la dernière de mes œuvres majeures, ambitieuses. Il y aura des textes brefs, bien sûr, mais je sais que j'approche de la fin, du fond du tonneau. » Il y aura la trilogie des Snobs, ce qu'il a porté toute sa vie et dont il a publié le premier volet en 1940. Il y aura même de grands succès publics comme Requiem pour une nonne ou L'intrus. Mais Faulkner sait qu'il n'écrit plus aussi vite, il se sent vieillir, son imagination n'est plus la même. Commence alors un lent processus de détérioration intérieure, inéluctable, prévisible. Sans l'écriture, tout le bel échafaudage de personnages et de légendes ne peut que s'écrouler, en les révélant pour ce qu'ils sont et ont toujours été. Des mensonges, des leurres, des fuites. Quand la plume se casse, c'est toute la vie qui se brise. Ainsi apparaît à partir des années 50 un Faulkner différent. Peu à peu, désinvesti de son œuvre, et par conséquent plus disponible pour devenir cet homme public que les uns et les autres vont s'employer à lui faire jouer. Les honneurs et la reconnaissance ne l'empêchent pas, toutefois, de rester maudit par les siens et par son pays tout entier. Ainsi, le 10 décembre 1950, quand William Faulkner reçoit le prix Nobel de littérature, le New York Times écrit encore « L'inceste et le viol sont peut-être des distractions répandues dans le Jefferson, Mississippi de Faulkner, mais pas ailleurs aux États-Unis. » Et le New York Herald consent du bout des lèvres « Rien ne saurait justifier une querelle ouverte à propos de ce prix, bien qu'on eût préféré le choix d'un lauréat plus souriant dans un monde qui s'assombrit. » Mais pour Faulkner, la perspective a changé. Comme si, avec le tarissement de son inspiration, les tensions s'étaient apaisées. Après la vision infernale d'un monde déchu dont il tenait l'homme pour responsable, Faulkner se fait humaniste. L'écrivain solitaire et ténébreux des grands romans sombres devient le consolateur d'une humanité en perdition. Témoin la très belle allocution qu'il prononce à l'occasion de la cérémonie du Nobel. Je pense que cette récompense n'a pas été donnée à l'homme, mais qu'elle va à l'œuvre. L'œuvre d'une vie passée dans l'agonie et la sueur de l'esprit humain.
non pour la gloire et encore moins pour le profit, mais pour créer quelque chose à partir des matériaux de l'esprit humain. C'est un privilège d'aider l'homme à subir son destin, en élevant son âme, en lui rappelant le courage, l'honneur, la fierté, la compassion et l'esprit de sacrifice qui ont fait la grandeur de son passé. Je crois que l'homme ne fera pas simplement que supporter, il prévaudra. Il est immortel non parce que seul parmi les créatures il a une voix inextinguible, mais parce qu'il a une âme, le sens de la compassion, du sacrifice et de l'endurance. De plus en plus honoré et célébré, constamment sollicité, Faulkner se prête plutôt de bonne grâce au service de son nouveau personnage d'homme public. Lui, qui détestait s'éloigner d'Oxford, accepte, à la demande du département d'État, une série de tournées internationales. Le Brésil, le Japon, la Grèce, la France lui font un accueil triomphal. Il accepte également une proposition de l'Université de Virginie, où il passe quelque temps comme écrivain résident et disserte longuement sur son œuvre devant des parterres d'étudiants. Cependant, ses rapports avec le Sud deviennent plus ambigus et plus tendus que jamais du fait de l'évolution de son attitude à l'égard de la question noire. En soutenant, publiquement et courageusement, que le Sud doit se réformer et accepter l'égalité et la justice pour les Noirs, Faulkner réussit à se mettre tout le monde à dos. Ses positions sur la ségrégation scolaire, notamment à l'occasion de l'affaire Autry-Lucie, cette jeune étudiante noire qui revendiquait son inscription à l'université de l'Alabama, lui valent des réactions virulentes de ses concitoyens. On le traite de communiste et de traître. On lui fait subir les pires campagnes de menaces et de harcèlement. Sa propre famille, son frère John C. en tête, prend brutalement parti contre lui. Des années après sa mort, dans le Sud, un halo de soufre flotte encore autour de cet écrivain incompris par les siens. Peu à peu, lassé des exigences de la vie publique, Faulkner vieillit et décline rapidement. Il prend de la distance. Malgré d'innombrables chutes qui lui laissent des séquelles atroces, il passe de plus en plus de temps à cheval ou à la chasse. Toujours galopant, le cheval prend son essor vers l'infini. Toujours galopant, il gravit dans un bruit de tonnerre la longue montée du ciel azuré, secouant sa crinière en tourbillon doré comme du feu. Coursier et cavalier galopent toujours dans un fracas de tonnerre qui va s'éteignant par degrés. Mourante étoile sur l'immensité des ténèbres et du silence au fond desquelles, immuable, déjà lointaine, sein profond et flanc gravide, songe la sombre et tragique figure de la terre, sa mère. L'homme pouvait-il survivre longtemps à l'écrivain? Les séjours à l'hôpital s'enchaînent de plus en plus rapidement, tantôt à cause d'une chute de cheval, tantôt à la suite d'une crise d'éthylisme. Faulkner finit par s'effacer le 6 juillet 1962 à la clinique de Bilalia. Reste à tout jamais la victoire de l'écrivain. C'est mon ambition d'être en tant qu'individu supprimé, évacué de l'histoire sans y laisser aucune trace, aucun déchet, hormis mes livres imprimés. Il y a 30 ans, j'aurais dû être assez clairvoyant pour ne pas les signer, comme certains auteurs élisabétains. Mon but, auquel tendent tous mes efforts, est que la somme et l'histoire de ma vie tiennent dans la même phrase, qui sera à la fois ma nécrologie et mon épitaphe. Il fit des livres et il mourut.